Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Planète Locale. Comme chaque lundi, on s'intéresse bien sûr aux initiatives environnementales dans notre région. Bonne pratique aussi, et l'une d'entre elles, c'est préserver l'eau, prendre soin de cette ressource essentielle à notre quotidien. Dans la région, il existe l'Agence de l'eau qui dépend du ministère de la Transition écologique. Quelle est sa mission ici dans le Nord-Pas-de-Calais? Comment anticipe-t-elle les conséquences du changement climatique? Notre invité ce soir, le directeur général Thierry Vatin. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de m'inviter pour parler un peu de l'eau qui est une ressource essentielle. Oui, on va en parler assez longuement avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Nour Rouladi nous accompagne en plateau, évidemment, comme chaque semaine. Bonsoir Nour. Bonsoir. Et on commence avec notre invité, tout de suite. Et quelques chiffres. Tout d'abord, l'Agence de l'eau gère la ressource en eau quand même pour 4,8 millions d'habitants, 8000 km de cours d'eau, 270 km de côte au total chez nous dans la région. Alors l'une de vos principales missions à l'Agence de l'eau, c'est de garantir pour tous une eau potable et en quantité suffisante avec 8000 km de cours d'eau. Est-ce que c'est suffisant tout cela? Alors écoutez, juste si je devais moi passer un message, c'est... On pense qu'il y a suffisamment d'eau et qu'on peut la dépenser sans compter, c'est faux. C'est une ressource limitée. C'est une ressource dans notre bassin. Alors, on fonctionne par bassin hydrographique. Oui. Notre bassin, c'est quasiment la région, on va dire. Hauts-de-France. Ouais. Hauts-de-France, quasiment. Toute la ressource, par exemple, en eau potable, ce qui intéresse vos auditeurs, 94% de l'eau potable qu'ils boivent vient des nappes souterraines. Et ces nappes sont en danger. Si je dois donner un message, c'est attention à pas surconsommer les réserves en eau, parce qu'à un moment donné, effectivement, on peut avoir des moments où il y en aura plus, où on en manquera, pas tout le temps, mais on a déjà vécu ces épisodes-là. Parce que justement là, on surconsomme, on consomme trop. Alors, on commence dans ce bassin à surconsommer d'une part, mais c'est tous les usages, c'est-à-dire que ce soit les habitants, que ce soit les industriels, que ce soit les agriculteurs, les consommations sur les 4-5 dernières années sont en très forte augmentation. Et parallèlement à ça, tout le monde sait maintenant, je crois qu'il y a un phénomène de changement climatique qui fait que depuis 4-5 ans, eh bien, on a des moments de sécheresse dans ce bassin, ce qu'on n'avait jamais vu avant. C'est-à-dire que les nappes souterraines dont je viens de parler ne se rechargent plus suffisamment. Donc le phénomène va être un phénomène un peu de ciseaux, c'est-à-dire on consomme de plus en plus. Et pourquoi on consomme plus alors là ces dernières années? Alors on consomme plus parce que d'abord on est plus nombreux. La consommation, je vais dire, d'un habitant moyenne dans ce bassin n'est pas exceptionnelle, mais par contre la population urbaine augmente. 75% de notre population est urbaine. Ouais. Voilà, c'est une région historiquement très industrielle qui continue à s'industrialiser avec des implantations nouvelles régulièrement. Tant mieux pour l'emploi, mais à chaque fois c'est des besoins d'eau. Et on a une agriculture qui est relativement intensive et avec des cultures très gourmandes en eau. Vous disiez 3 fois la consommation, elle a triplé en 5 ans dans le domaine agricole, c'est ça? Dans le domaine agricole, oui, c'est vrai. Sur les 5 dernières années, les prélèvements en eau dans les nappes souterraines ont triplé. Oui. Et comment on fait pour réguler? C'est votre mission justement d'essayer d'aider à... Alors comment on fait? Déjà, on essaie de faire prendre conscience à tout le monde de ce sujet qui est absolument pas naturel comme ça. Donc on a lancé une grande étude à l'échelle du bassin sur la gestion de la ressource quantitative en essayant de projeter des scénarios à un horizon 2030, 2040 et on essaye d'identifier les territoires qui dans les prochaines années vont être en tension et on sait qu'il y a déjà la moitié des 15 sous-bassins qui vont être en tension, en manque d'eau à certains moments. Quels sont les territoires justement que vous avez déjà identifiés? C'est plutôt, quand on regarde ce bassin, c'est plutôt les territoires du Nord. Voilà, en gros, on a... Du Nord, du département du Nord, on va dire, plutôt cela, où on sait qu'on va avoir effectivement des phénomènes de tension très forte de l'eau. Alors, on a la chance quand même dans ce bassin d'avoir une très bonne gouvernance de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a une commission locale de l'eau dans chacun des 15 sous-bassins. Donc notre mission, ça va être en gros de modéliser cette étude quantitative bassin par sous-bassin et de voir avec les acteurs locaux comment on fait pour réguler la consommation
Donc c'est un travail dans les mois et les années qui viennent, ça. Donc la question, est-ce qu'on va manquer d'eau un jour? Pour non, vous n'avez pas de réponse tranchée encore aujourd'hui, mais prudence, alerte? Alors, alerte, prudence, et surtout dire qu'on a déjà manqué d'eau. Il y a déjà des étés, des communes, où les municipalités ont été obligées de livrer de l'eau en citerne. Comment ça s'organise, ça? Parce que c'est à un moment donné, on a des phénomènes où les gens, l'été, il y a sécheresse, forte sécheresse, canicule, donc on tire beaucoup d'eau, avec des usages maintenant nouveaux, de façon assez étonnante, un développement des piscines très important dans ce bassin. Voilà. Donc on tire de l'eau tous en même temps, le château d'eau se vide, il n'y a plus d'eau, et du coup on est obligé d'aller en chercher par citerne. Voilà. Votre mission, c'est aussi, au-delà de la quantité, la qualité de l'eau. Ouais. Quels sont les objectifs là, pour les prochaines années? Alors les objectifs, ils sont très ambitieux parce que voilà, on a un historique d'une région très minière, très industrielle, très urbaine, etc. Et donc on est parti d'assez bas avec en gros un pourcentage de bon état des masses d'eau qui est très faible. Nous n'avons aujourd'hui que 22% des cours d'eau qui sont en bon état. Et nous devons atteindre, dans les 6 ans qui viennent, 50%. Ce qui est un rythme très ambitieux. Parce que jusqu'à maintenant, sur les 20 dernières années, on a réussi à faire, en gros, améliorer un cours d'eau par an. Et là, il faut qu'on améliore 3 cours d'eau par an sur les 6 prochaines années. Mais on peut le faire. Le budget de l'Agence de l'eau est là pour ça. On a un budget très conséquent qui permet d'aider. Combien? Alors, notre budget, c'est à peu près 1 milliard d'euros sur 6 ans. Et on aide les collectivités, on aide les industriels, on aide les agriculteurs, on aide aussi les associations environnementales, mais surtout, on aide maintenant de plus en plus sur le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire sur la renaturation, plus seulement sur les réseaux, parce qu'on sait que pour atteindre le bon état des masses d'eau, il va falloir beaucoup renaturer les cours d'eau, enfin voilà. Pourquoi seulement 22% de l'eau en bon état? Parce que c'est une région, je vous l'ai dit, historiquement très industrielle. Et ça veut dire quoi? Elle n'est pas bonne? Du coup, elle n'est pas de bonne qualité? Elle est polluée? Ça veut dire qu'elle est très polluée. Elle était très polluée. Il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans, il y avait des cours d'eau qui étaient plutôt des égouts, on va dire. Pour se résumer, on avait beaucoup canalisé les cours d'eau et on les utilisait en gros... Très peu d'épuration. Alors, ça a beaucoup progressé. Enfin, on a fait beaucoup de progrès, notamment les collectivités, en termes de stations d'épuration, les industriels. Voilà, bon, on fait beaucoup d'efforts. Mais on part de très bas parce que petit territoire, ne pas oublier que c'est un territoire plat aussi. Oui. Donc, quand on est en montagne et qu'on a un débit très fort, ça s'évacue. Ça va beaucoup plus vite. Là, on est sur un territoire plat avec effectivement une densité très forte. C'est un bassin extrêmement dense. 5 millions d'habitants sur un territoire relativement une seule région. C'est très très compliqué, quoi. Voilà. L'idée, c'est aussi de restaurer les milieux naturels. Il y a des priorités aussi là à très très court terme. Où exactement? Écoutez, les milieux naturels, c'est d'abord essayer de sauver ce qui reste de nature. Donc on essaye de protéger beaucoup les zones humides, beaucoup tous les cours d'eau, justement de les décanaliser, de les renaturer, d'éviter le retournement des prairies, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là, où il y a beaucoup d'éléments de nature, de replanter des haies, de rendre à la nature ce qu'elle avait il y a encore une cinquantaine d'années. Il y a du travail. Thierry Vatin, vous restez avec nous pour la suite de ce magazine, et on continue évidemment de parler d'eau avec Nour. Merci. Et Nour, quelques bonnes idées pour l'économiser, justement, cette ressource précieuse qu'est l'eau. Oui, tout à fait. La première, vous le savez peut-être déjà, mais privilégiez les douches au bain. Un bain nécessite entre 150 et 200 litres d'eau. Une douche sans couper l'eau, c'est environ 60 litres. Alors, une douche courte en coupant l'eau pendant que vous vous savonnez, c'est 20 litres. Alors, le choix est facile à faire parce qu'en fait, le premier poste de consommation d'eau dans un foyer, c'est la toilette. Alors, autre objet, entre guillemets, dans la maison, c'est la chasse d'eau. Comment être plus économe? Et exactement, ça fait partie de cette toilette aussi. Vous pouvez être économe en choisissant par exemple une chasse d'eau à double touche. Vous savez, les deux petits boutons qui vous permettent de choisir le débit. Vous pouvez économiser jusqu'à 60% avec ce système. C'est plus de 5000 litres par an et par personne. C'est énorme. Et le système D fonctionne aussi. Si vous ne pouvez pas changer de système, vous pouvez placer une brique, par exemple, dans votre réservoir ou une bouteille d'eau vide. L'équivalent, en fait, du volume de cette bouteille sera économisé à chaque fois que vous tirez la chasse d'eau.
Attention aussi aux fuites à la maison, Nour. Oui, parce qu'en fait, de petites fuites peuvent engendrer de grosses pertes. La chasse d'eau qui coule en continu, par exemple, ou un petit goutte à goutte dans un robinet. Une petite astuce pour repérer les fuites, eh bien, vous relevez les chiffres inscrits sur votre compteur d'eau juste avant d'aller vous coucher. Si personne n'a utilisé d'eau pendant la nuit, eh bien, vous comprendrez, si les chiffres ne sont pas identiques le matin, qu'il y a une fuite. Et souvent, il suffit de remplacer un joint, c'est assez simple. Ensuite, dans la cuisine, vous pouvez aussi faire des économies en choisissant le lave-vaisselle. Et si vous avez la chance d'en avoir un, lancez-le uniquement lorsqu'il est plein. Évitez de trop rincer. Ne rincez que les plats très sales ou gras. Vous savez, un lave-vaisselle, en fait, ça consomme 2 à 3 fois moins d'eau qu'une vaisselle à la main. Et si on n'en a pas, alors forcément, on lave à la main. Exactement, oui. C'est mon cas. Et il y a une petite astuce aussi. Vous pouvez mettre 2 récipients de petits seaux. Ou voilà, un avec du produit pour laver la vaisselle, un autre avec de l'eau pour la rincer. Voilà, c'était une sélection de petits gestes pour essayer des gestes simples. Vous êtes d'accord sur les matins? Oui, je peux vous donner une autre astuce. Bien sûr. Alors pour ceux qui ont un jardin, quand même dans la région il y en a beaucoup, installez un réservoir qui récupère l'eau de pluie. La pluie, ouais. Voilà. 1 mètre cube ou 2 mètres cubes d'eau de pluie. Formidable, du coup, au lieu d'utiliser l'eau du robinet, l'eau potable, c'est de l'eau de pluie. Ça, c'est votre conseil numéro 1, on l'a bien noté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler donc, de l'agence de l'eau, une préoccupation importante évidemment pour notre région. Demain, votre magazine Hauts-de-France Business avec notre invité.